programme vous a été offert par Illico Cash. Coopération bilatérale, la République démocratique du Congo et l'Angola signent l'accord des partages de revenus et respect des obligations fiscales relatives à la zone maritime d'intérêt commun, ZIC Bloc 1423. Nous irons également au Lualaba pour parler de la fin de la grève des enseignants. Un compromis a été trouvé entre le banc gouvernemental et les bancs syndicales des enseignants. Et le stade Kibasa Maliba de la Kenya répond désormais aux standards internationaux exigés par la FIFA et la CAF. Témoin oculaire, Jean-Marie Kassamba, directeur général des Télé 50, en séjour dans les Hauts-Katanga. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vous informer. La République démocratique du Congo et l'Angola ont procédé ce mercredi 2 octobre 2024 à Luanda à la signature du règlement de la Commission des supervisions du compte commun de la zone maritime d'intérêt commun ainsi que de l'accord des partages des revenus et respect des obligations fiscales relatives à la ZIC Bloc 1423. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likonde Libotai, a représenté la République démocratique du Congo à la cérémonie des signatures de ces textes organisés en marge de la conférence internationale Angola Oil et Gaz, prévue du 2 au 3 octobre. Son homologue Vera Esperança dos Santos a signé pour le compte de l'Angola en présence du président João Lourenço. La double signature est l'aboutissement de la mise en œuvre des dispositions des articles 6 et 7 de l'accord de gouvernance et de gestion de la ZIC signé en juillet 2023 entre la RDC et son voisin l'Angola. Le règlement de la commission de supervision du compte commun de la ZIC fixe les attributions, la composition et le fonctionnement du comité de surveillance du compte commun de la ZIC. Par contre, l'accord de partage des revenus et des respects des obligations fiscales relatives à la ZIC Bloc 14/23 détermine les règles de répartition des revenus générés par les activités pétrolières entreprises dans la zone concernée. Selon les prévisions, cet accord de coopération entre la RDC et l'Angola devrait rapporter plus de 5 milliards de dollars à titre des recettes fiscales. Celles-ci, a-t-on appris, seront partagées équitablement en raison des 50% par État. Il va sans dire que cet accord va contribuer à l'accroissement des recettes, condition essentielle pour matérialiser les engagements du président de la République Félix Tshisekedi pour ce quinquennat. À la suite de la conclusion de ce deal, les experts de deux pays ont travaillé d'arrache-pied pour définir les recettes devant alimenter les comptes conjoints et mettre en œuvre des mécanismes visant à renforcer la transparence des opérations liées à la gestion du projet d'exploitation pétrolière dans les blocs concernés. Également présent à cet événement, ministre des Hydrocarbures, Aimé Sakumbi Molendo, en visite à Luanda, République d'Angola, était l'intervenant de choix lors de la 5e édition de la conférence Angola Pétrole et Gaz. Le ministre des Hydrocarbures, Aimé Sakumbi Molendo, en visite à Luanda, République d'Angola, a été un intervenant de choix lors de la 5e édition de la conférence Angola Pétrole et Gaz. Cet événement s'est tenu en présence de João Lourenço, président de la République d'Angola, ainsi que ses homologues ministres des Hydrocarbures de la Namibie, de la Côte d'Ivoire, de la République du Congo et d'un large éventail des représentants d'organisations internationales du secteur pétrolier venus de 4 coins du globe. Au cours de cette cérémonie, les gouvernements congolais, représentés par les ministres des Hydrocarbures, et les gouvernements angolais, par son homologue des ressources minérales, pétrole et gaz, ont signé les annexes à l'accord de gouvernance et de gestion de la zone maritime d'intérêt commun. Parallèlement, les ministres des Finances congolais et angolais ont conclu l'accord de partage des revenus et de respect des obligations fiscales relatives à la zone d'intérêt commun, ainsi que l'établissement des modalités de la commission de supervision du compte conjoint de cette même zone. Le ministre des Hydrocarbures a salué le leadership développemental impulsé par le président Félix Antoine Tshisekedi et a souligné que la ratification de ces accords
accord est du ressort des deux chefs d'État congolais et angolais. Les décisions prises aujourd'hui par le ministre des Hydrocarbures et son homologue des Finances sont déterminantes pour les économies du Congo et de l'Angola avec un impact positif sur les budgets nationaux des deux États. Dans l'actualité également, le gouvernement de la République démocratique du Congo a reçu une enveloppe consistante du gouvernement des Émirats arabes unis via le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale pour venir en aide les démunis des Mai-Ndombe. C'est dans les cadres de la coopération République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis. Les efforts du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans l'amélioration du social produisent le fruit. Chose promise, chose due. Le gouvernement des Émirats arabes unis est venu réaliser sa promesse à la République démocratique du Congo dans l'assistance des sinistrés du naufrage de Mai-Ndombe. Les Émirats arabes unis ont remis une somme importante au gouvernement via le ministère des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale. À son tour, Aziza Mounana a pour plus de transparence remis la somme à la commission qui va se rendre sur place incessamment. La commission sera composée de membres du cabinet des affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, des personnels de l'ambassade des Émirats arabes unis en République démocratique du Congo, des autorités provinciales de Mai-Ndombe, des quelques députés nationaux et provinciaux de Mai-Ndombe. C'est un acte très significatif et prophétique pour la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana Nathalie. Pour l'ambassadeur des Émirats arabes unis, Anwar El Barout, ce geste est la concrétisation de la promesse de son gouvernement. Les Émirats arabes unis viennent de faire un geste de solidarité humanitaire aux victimes du naufrage sur la rivière Lukeni et dans le territoire de Kutu, dans la province de Mai-Ndombe. Et ces gestes-là de solidarité humanitaire viennent de coïncider avec la journée d'aujourd'hui, qui est la journée internationale de personnes de troisième âge, qui vont aussi bénéficier tant soit peu de cette enveloppe de solidarité humanitaire. Le travail avec impact sur terrain de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale a été salué par le gouvernement des Émirats arabes unis et sans oublier sa détermination à accompagner le chef de l'État Félix Tshisekedi et le gouvernement souminois dans l'amélioration des conditions sociales des Congolais. Je le disais dans les titres, fin de la grève des enseignants dans la province du Lualaba. Voilà le résultat de la réunion tenue entre le gouvernement provincial, représenté par la ministre provinciale de l'Éducation, et les banques syndicales des enseignants du Lualaba mardi. Les autorités éducationnelles en province étaient aussi de la partie. Plusieurs questions ont été traitées au cours de la réunion et la situation sociale de l'enseignant a été présentée à la ministre Pichu Kainda. Le gouvernement Masuka est résolument déterminé à prendre en charge les nouvelles unités au sein des écoles publiques avant leur mécanisation par le gouvernement de la République démocratique du Congo, avec pour objectif de soutenir la gratuité de l'enseignement primaire prônée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La reprise des cours dans les écoles publiques et catholiques du Lualaba préoccupe au plus haut point la gouverneure des provinces, Fifi Masuka Saini. Sur son instruction, la ministre provinciale de l'Éducation, Pichu Kainda Kasela, a réuni dans son cabinet de travail la délégation des représentants de tous les syndicats du secteur de l'enseignement en présence des autorités éducationnelles et du conseiller en matière de l'éducation de la gouverneure Christian Kanimbo. Comment trouver les voies et moyens pour que les enseignants reprennent le chemin de l'école dans tous les établissements scolaires du Lualaba? Un compromis a été trouvé et les syndicalistes ont levé la grève en promettant à la ministre de reprendre les cours comme l'a souhaité la première citoyenne de la province. Nous profitons de votre micro pour demander aux parents d'envoyer les enfants. Parce qu'il y a encore des parents qui croient, qui pensent, surtout que tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, qui pensent que les cours n'ont pas encore commencé. Au Lualaba en général, et à Kolwezi particulièrement, les cours ont repris. La délégation syndicale des enseignants du Lualaba a également soumis à la ministre les désiderata des enseignants de la province. Kobaltifer Pichu Kainda Kasela a promis de faire rapport à l'autorité provinciale. Aujourd'hui, tous les enseignants ont repris le cours. Maintenant, il fallait évaluer
et se dire en face devant l'autorité pour lui donner les raisons qui ont poussé que les cours puissent reprendre. Elle quand même a été favorable. Pour soutenir la gratuité de l'enseignement primaire prônée par les chefs de l'État, Félix Tshisekedi, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a instauré une prise en charge spéciale pour les enseignants appelés nouvelles unités de sa province. Direction le Haut-Katanga, les stades Kibasa Maliba de la Kenya répond désormais aux standards internationaux exigés par la FIFA et la CAF. Rénovée par Jacques Kabula Katwe, cette enceinte sportive a été visitée ce mercredi par Jean-Marie Kassamba, patron de l'espace 50. Reportage de Jean-Marc Koulou et Assina Vinalo. Grâce aux travaux de modernisation initiés par Jacques Kabula Katwe, le stade Frédéric Kibasa Maliba de la commune de Kenya répond désormais aux normes CAF et FIFA. Une infrastructure sportive qui, près de 10 ans après, est autorisée enfin à abriter les matchs internationaux. Ce mercredi 2 octobre 2024 dans la matinée, Jean-Marie Kassamba, patron de l'espace 50, s'y est rendu. Il découvre que les vestiaires des équipes et ceux des arbitres n'ont rien à envier au stade européen. Pour la première fois, les journalistes vont désormais exercer dans les meilleures conditions. Le stade Kibasa est doté d'une splendide salle de conférence de presse. Lui-même journaliste, Jean-Marie Kassamba ne peut qu'apprécier le confort dans lequel ses jeunes confrères sportifs vont évoluer. Les pupitres pour la presse écrite et les box pour l'audiovisuel n'ont pas été oubliés. Les gradins pour tour, tribunes latérales et d'honneur revêtent tous, selon la catégorie, des sièges confortables et luxueux. Quant à l'aire des jeux, c'est un gazon artificiel dernière génération qui y est posé. Une pelouse certifiée par la CAF après plusieurs missions d'inspection. Ce qui permet désormais aux équipes locales de jouer à la maison les matchs internationaux. Il remplit bien les normes, les vestiaires sont bien équipés, il y a une salle de presse, les toilettes sont bien réfectionnées. Je crois ça remplit. En véritable sportif, Jean-Marie Kassamba ne s'est pas empêché de choter dans le ballon. Question de se rassurer de la très bonne qualité de cette pelouse. C'est d'ailleurs dans ces cadres sportifs modernisés que les équipes et l'arbitre international Jean-Jacques Ndala ont eu l'honneur de rencontrer le patron de l'espace 50 qui n'a pas manqué de faire un tour par les salons d'honneur avec tout son confort. Et féliciter le gouverneur de notre part. Félicitez-le. Voilà, et il va faire en quelque sorte l'exemple, donner l'exemple à d'autres gouverneurs, d'autres provinces qui doivent avoir des stades chez eux. C'est important. La modernisation du stade Kibasa est un cadeau de Jacques Kabula à la jeunesse okatangaise qui compétit désormais dans un cadre idéal et répondant aux standards internationaux. Le nouvel de la ville de Kinshasa, après avoir calmé la tension des travailleurs des Indo-Pakistanais, le gouvernement provincial veut également résoudre les questions de la grève des transporteurs poids lourds en provenance du Congo central, assurant l'intérim de son collègue des transports en déplacement. José Noël Cheke, ministre provincial du plan, budget, emploi et tourisme, a effectué une descente de terrain sur la place Mitendi où il est allé à la rencontre de ces transporteurs. Objectif, échanger sur les décisions de l'exécutif provincial et éclairer l'opinion sur la vision du gouverneur Daniel Bumba dans ces secteurs. Cette descente avait pour objectif de faire appliquer à la lettre les instructions claires du gouverneur de la ville, Daniel Bumba, pour désengorger la nationale numéro 1 au niveau des Mitendi. Dans son communiqué signé le 26 septembre pour le ministre des Transports et Mobilité urbaine en mission, José Noël Cheke, ministre du Plan, Budget, Emploi et Tourisme, qui représente son collègue de transport sur le lieu, a informé les transporteurs poids lourds de l'allègement de mesures de restriction de l'arrêté portant réglementation relative à la circulation de véhicules de plus de 20 tonnes ou plus dans la ville de Kinshasa. Désormais, toutes les 3 heures, 15 véhicules de 20 tonnes et plus seront autorisés à accéder à la ville de Kinshasa de 6h à 11h et de 15h à 21h en suivant l'ordre d'arrivée. Ces instructions ont été données en présence du commandant de la police nationale congolaise, commis au site de Mitendi, et le chef des diffusions urbaines des transports, qui sont appelés à la stricte implication et observation de ces dispositions prises par le gouvernement provincial de Kinshasa. Cette mesure est motivée par le fait que la ville de Kinshasa doit être suffisamment alimentée et approvisionnée. Voilà pourquoi, sur instruction de la hiérarchie, ces mesures d'allègement ont été prises.
Et à travers cette descente, nous instruisons la police commis à la régulation du trafic à ces postes frontaliers d'exécuter sans faille ces mesures d'allègement des fluidités de trafic qui ont été prises par le gouvernement provincial de Kinshasa. Les chauffeurs de véhicules de plus de 20 tonnes ont saisi l'occasion pour soumettre leur doléance au ministre en charge de l'emploi de la ville sur les questions de rémunération, de soins médicaux et autres difficultés de travail. Josué Cheki a pris l'engagement d'apporter des solutions aux problèmes structurels. À l'Assemblée nationale, le député national Marcel Zouma a déposé une question orale avec débat au bureau adressée au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sur la situation sécuritaire de la Grande Orientale, notamment le Bas et Owélé. Plus des précisions dans cet élément. Déterminé à avoir clair dans le dossier sécuritaire concernant les provinces de Bas-Zouélé, Haut-Zouélé, Nord-Obangui et une partie de l'Ituri. En ce qui concerne la persistance de l'insécurité, le député national Marcel Zouma est venu déposer une question orale avec débat adressée au vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur et Sécurité Affaires coutumières. Cette question lui est adressée en tant que patron de la sécurité intérieure du pays pour pouvoir donner des réponses adéquates aux populations de ces provinces qui, depuis des années, souffrent des affres de ces différents mouvements rebelles et bien entendu des affres également des actions des éleveurs Peul, nomades Mbororo. Et ça depuis belle lurette, comme vous pouvez vous imaginer, vous en rendre compte, ça fait depuis 2001 que nous avons la présence des éleveurs Peul, nomades Mbororo dans cette partie du pays. Jusqu'ici, le gouvernement n'a jamais mis en place une politique en matière de la gestion de la transhumance et du pastoralisme transfrontalier dans cette partie. C'est une question orale avec débat et je suis convaincu qu'elle aboutira à des réponses parce que nous sommes en tant que représentation nationale organe habilité à contrôler l'action gouvernementale. Les députés nationaux Marcel Zouma espèrent que sa démarche aboutira et attend du bureau l'alignement de son action parlementaire dans un bref délai. Revenons dans la province du Haut-Katanga, précisément à Mitwaba. C'était dans une ambiance festive que la population du village Kubo a accueilli les députés Jean-Jacques Walukalaba en marge de la clôture de ses vacances parlementaires. Lors de cette rencontre, cet élu du peuple a prêché les vivre ensemble, la paix et le soutien actif de cette population au président de la République, Félix Tshisekedi, en vue d'assurer le développement du pays. Ils étaient nombreux à attendre leur élu national à l'entrée du village Kubo dès le lever du soleil. Jean-Jacques Panga Walukalaba, appelé affectueusement le bois de Mitwaba, a une fois de plus fait objet d'un accueil enthousiaste comme à chaque passage dans l'une de ses bases. Après l'accueil lui réservé, s'en est suivi d'une procession dans une ambiance festive jusqu'au terrain de foot de Kubo. Devant la foule, venez l'écouter, le député national Jean-Jacques Panga Walukalaba a remercié la population de Mitwaba pour son élection et celle du candidat de l'Union sacrée à la magistrature suprême, Félix Tshisekedi, pour qui il a battu campagne. Oui, me remercier. Je suis ingrat. Ilikuwa sipano ni kwa nguvu yangu mimi moja hapana. Ni nguvu ya Mungu kupitia mko mweye. Kama Mungu yepo nitakupita depute. Nitakupita depute. Kumbe mweye ndio niweka hapa. Hapa mnaniona niko mtumwa yenu, jambo yenu. Les bois de Mitwaba n'a pas manqué de prêcher les vivre ensemble, la paix et les soutiens au président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo pour le développement de la RDC. L'accueil de Jean-Jacques Panga Walukalaba a démontré à suffisance que les liens qu'il a tissés avec son fief électoral demeurent indissolubles et le territoire de Mitwaba se reconnaît toujours dans ses fils du terroir. Jean-Jacques Panga Walukalaba a saisi l'occasion de ses vacances parlementaires à Mitwaba pour recueillir les doléances de sa base à présenter aux instances nationales.
Alors que les médecins étaient en sit-in lundi devant la primature où ils ont déposé leur cahier des charges auprès de la première ministre Judith Souminois, le syndicat des médecins a tenu un point de presse ce mercredi où il a déploré la non prise en compte de leurs desiderata par le gouvernement congolais. Les médecins exigent à cet effet au gouvernement de prendre ses responsabilités en vue d'améliorer leurs conditions socio-professionnelles. Je vous propose de suivre la déclaration du SINAMED lue par le secrétaire général, le Dr John Singa. Le SINAMED exige le paiement d'un traitement de base communément appelé salaire. Ce salaire doit être amélioré au détriment des primes qui ne sécurisent nullement la retraite des employés. Le SINAMED s'étonne également du manque d'anticipation par le même gouvernement actuel des mouvements sociaux qui risquent d'embraser plusieurs secteurs de la vie nationale. Le SINAMED fustige l'injustice sociale, les inégalités dans la répartition de la richesse nationale, ainsi que le manque d'une politique salariale cohérente. La promesse de la réduction de train de vie des institutions n'est pas encore réalisée, consacrant de manière flagrante les inégalités sociales. La situation sociale des médecins est marquée par la dépréciation de sa rémunération de près de 70%, entraînant la perte de son pouvoir d'achat, de la non prise en compte des soins de santé des médecins et de leurs dépendants et de l'inexistence d'une retraite honorable. Le SINAMED souhaite et en appelle vivement à tous les syndicats des médecins à adopter cette fois-ci une position commune face au gouvernement de la République par rapport aux problèmes communs qui concernent tous les médecins de la République. Le SINAMED exhorte le gouvernement de la République à ne plus pratiquer la politique de l'usure devant les problèmes vitaux et existentiels exprimés par les médecins. La nouvelle équipe dirigeante de l'hôpital Sendwe de Lubumbashi, dirigée désormais par le docteur Foreman Mabala, a été installée ce mercredi 2 octobre par l'inspecteur général de la santé Komba Djeko à l'issue d'une cérémonie de remise reprise qui s'est déroulée dans l'enceinte de l'hôpital. Jean-Marc Koulou pour le reportage. Par cette cérémonie, le docteur Mweloa Pelezoa cède le bâton de commandement de l'hôpital Sendwe au docteur Foreman Mabala après 13 ans de gestion. Une cérémonie de remise et reprise supervisée par l'inspecteur général à la santé Komba Djeko, venu de Kinshasa. Il avait dans sa suite le médecin directeur provincial. Conscient des défis qui l'attendent pour élever la qualité des soins au sein de cet hôpital public, le nouveau directeur général Foreman Mabala a remercié le chef de l'État Félix Tshisekedi qui est impliqué dans la facilitation de l'accès aux soins par le Congolais. Mais cette tâche qui nous est donnée actuellement avec cette couverture de santé universelle, nous devons nous tous accompagner les chefs de l'État par rapport à cela. Cet hôpital qui va servir de point focal pour beaucoup d'éléments et booster même notre médecine pourra faire en sorte que vous en soyez fiers. Nous avons besoin de votre accompagnement. Ne nous laissez pas tomber. Soyez près de nous, contrôlez-nous. Et je vais terminer pour dire merci au président de la République, à la première ministre, au ministre de la Santé. Le personnel de l'hôpital Sendwe a réservé un accueil plus que chaleureux à son nouveau directeur général, de qui il attend beaucoup. Pour montrer son implication dans la couverture santé universelle, initiée par le chef de l'État et matérialisée par le docteur Roger Kamba, ministre national de la Santé, le docteur Foreman Mabala va remettre un lot d'épargne à toutes les femmes des ménages de l'hôpital Sendwe et à celles qui venaient de mettre au monde à la maternité. Occasion pour le nouveau directeur général d'arracher leur bénédiction dans ses nouvelles fonctions. A noter que le docteur Foreman Mabala est médecin anesthésiste réanimateur, chef des travaux à l'université de Lubumbashi et fondateur du bureau d'assistance aux malades nécessiteux. Il fait partie également de plusieurs organisations internationales de la santé. 2 conteneurs de fausses plaques d'immatriculation des véhicules seraient déjà dans la ville de Lubumbashi, ce en complicité avec certaines autorités. La prolifération de ces plaques représente un danger considérable pour la sécurité, constat avec nos reporters. Ces pratiques de prolifération des plaques non seulement contredit les lois du pays, mais ravit un marché très important qui peut faire entrer l'argent dans la caisse de l'État.
À Lubumbashi, $80 de véhicules et autres automobiles roulent avec de fausses plaques d'immatriculation sous l'œil impuissant de l'autorité provinciale. Parmi les plaques qui sont saisies, les capitaines sont en disant le capitaine Ngaba, l'homme fort. Lui, il arrache les plaques et il arrête tout le monde sans convocation, sans même un document justificatif qu'il est envoyé dans ces missions. Tout agent de sécurité pour des renseignements qui ose lancer les opérations contre ces phénomènes se voit soit stoppé, soit menacé de suspension. Selon une source discrète, 2 conteneurs pleinement chargés des fausses plaques d'immatriculation sont déjà dans la ville de Lubumbashi. Aujourd'hui, il y a que la mer publique partout par rapport aux plaques d'immatriculation. Il y a Bamituka, donc ça tire de partout. Il y a un certain monsieur capitaine qui s'appelle Ngaba André, zéro tolérance. Il est en train de traquer, ou d'arrêter ou de tracasser même les paisibles citoyens dans la ville de Lubumbashi. Il est grand temps que l'État prenne ses dispositions car la sécurité est une clé du développement et une affaire de tous. Déjà une décennie de contributions significatives du FPM-SA dans sa mission de favoriser l'inclusion financière en République démocratique du Congo au bénéfice des micro, petites et moyennes entreprises qui jouent un rôle majeur dans le développement économique du pays. Des réalisations tablées à près de 120 millions de dollars américains en crédits octroyés. L'institution a permis la distribution de plus de 480 000 crédits au MPME à travers ses partenaires financiers. Ces 10 années d'activité ont été célébrées ces jours en présence de plusieurs personnalités dont le comité de direction, les autorités sectorielles, les ambassadeurs, les bailleurs de fonds, les partenaires et les clients du FPM-SA. Dans son allocution, le directeur général du FPM-SA évoque les progrès significatifs réalisés. Aujourd'hui, soyons fiers de noter que le FPM-SA, à travers ces partenariats, a une capacité de couverture de crédit de 200 millions de dollars, représentant 50% des encours de crédit des institutions de microfinance. C'est énorme. Pour sa part, le président du conseil d'administration a salué les actionnaires et fondateurs historiques pour leur engagement dans ces projets. Créer une institution, une nouvelle institution dans un pays comme le Congo, était un énorme défi, je pense, et les actionnaires l'ont relevé avec ambition, mais aussi humilité, et toujours dans un sincère souci de contribuer au développement. Une projection explicative de la vision et mission du FPM-SA comme un acteur clé du développement économique et social de la RDC. S'en est suivi les interventions et témoignages des partenaires sur les relations d'affaires avec le FPM, voué à l'inclusion financière au bénéfice des micro, petites et moyennes entreprises. Les contributions exceptionnelles des collaborateurs ont été reconnues par cette remise des certificats pour les résultats meilleurs obtenus durant la décennie, mais aussi les certificats de fidélité au directeur général de main du PCA et à différents partenaires pour de nombreuses réalisations. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est clôturée la cérémonie. Et la Société nationale des loteries a procédé à la remise du chèque symbolique de plus de 65 millions de francs congolais aux gagnants de l'agence de la commune de Bandalungwa. C'était au cours d'une cérémonie organisée dans cette municipalité. C'est toujours dans une ambiance hors pair que la Société nationale des loteries, Sonal SA, célèbre ses heureux gagnants. Un nouveau gagnant d'une bagatelle somme durant la course du 27 septembre 2024, 65 137 000 francs congolais. La Sonal SA ne cesse de démontrer son monopole dans tous les domaines de jeux de loterie. Cérémonie en présence des cadres et agents de la société, des autorités de la commune de Bandalungwa, ainsi que les habitants. La vérification du ticket du gagnant a été la première étape, suivie de plusieurs allocutions pour encourager les parieurs à miser davantage pour gagner. L'étape cruciale était la remise du chèque symbolique de la cagnotte remportée par le parieur des mains du chef des ventes de la Sonal SA, représentant l'administrateur directeur général Claude Solange Tibakayoa, empêché. Et on avait mis une cagnotte de 50 millions, mais à la rentrée, il n'y avait pas de gagnant.
Et l'argent appartient aux parieurs, on devrait reporter cette cagnotte-là, c'était le 27. Vraiment, c'est une bonne chose, puisque cet argent, pour la Sonal, quand on gagne comme ça, tout le monde est dans la vie. Le gagnant, Tassil Talizo Léodégard, exprime ici sa satisfaction. Jouer c'est gagner. La Sonal SA, une machine du social, faisant de la population des millionnaires en francs congolais dans l'organisation et exploitation des jeux du hasard, des loteries et des concours de pronostics sur toute l'étendue nationale. En mission officielle à Kenge, Christophe Mbosonko Diapwanga, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, accompagné d'une forte délégation des élus du peuple de l'espace Grand Bandundu, a représenté le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, à la célébration eucharistique consacrée à l'ordination des 6 prêtres et 7 diacres catholiques du diocèse de Kenge à la cathédrale des Mwentse Annuarité à Kengeville. Au cours de cette mission, les représentants du speaker de la Chambre basse du Parlement s'est dit honoré de prendre part à cette cérémonie. Cette mission officielle s'inscrit dans le cadre de la cérémonie d'ordination des nouveaux prêtres et diacres du diocèse de Kenge. Il s'agit notamment des abbés Jean-Claude Ikenyen, Emmanuel Kekar, Jean-Paul Ngekwe, Daniel Kayala, Hervé Minimio et Jires Jérémy Tanzei, ainsi que des diacres Blaise Pascal, Kwakatuka, Jean-Mayom Pia, Dieudonné Moupoala, Jean-Marc Mousseille, Festus Trésor, Nanzaya, Mapassa, Jacques Sangidila et Tite Tayaï Kandongo. Présent à la messe, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Dia, représentant du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a remis avec joie et allégresse des cadeaux aux heureux élus qui ont choisi les sacerdoces et l'apostolat au service des dieux et de la communauté. Le président de l'Assemblée nationale était invité par l'évêque de Kenge à venir assister aux ordinations de 6 prêtres et également à la consacration de 7 diacres. Alors lui était empêché, il m'a demandé de venir les représenter. La deuxième raison, c'est que moi, je suis d'ici. Je dois être présent quand il y a ces grands événements. L'évêque du diocèse de Kenge, Monseigneur Jean-Pierre Kwabamba, s'est dit satisfait de la présence du deuxième vice-président Christophe Mbosonko Dia. Leur exprime ma profonde gratitude. C'est une joie et je dirais également un honneur que de les avoir avec nous. C'est par un cocktail offert par l'Église à son hôte et toute la délégation qui l'accompagnait que la mission du représentant du président de l'Assemblée nationale s'est achevée. Et l'église de Réveil organise le 12 septembre prochain le sommet de l'unité qui devra mettre ensemble tous les pasteurs des églises de Réveil pour comprendre les contours. Et Jibayama Pia a organisé une conférence débat ces jours. En prévision du sommet de l'unité organisé par la confession religieuse Église des Réveils, l'évêque président Jibayama Pia a organisé une conférence débat dans le but de sensibiliser tous les pasteurs responsables encore indécis. Seulement quand les leaders au niveau du corps de Christ se mettent ensemble, ils peuvent apporter la bénédiction à la nation. Répondant aux questions-réponses de la presse, Jibayama Pia estime que la place pour tout le monde est assurée au sommet. Dans tout phénomène de réconciliation, c'est tout un processus. Ça ne se termine pas en un jour. Hélas, je peux dire aux amis de la presse que nous ne promettons pas qu'après le sommet, il n'y aura plus de prise de bec. Nous disons, même après le sommet, s'il y a prise de bec entre les leaders, nous dirons comment régler ces affaires-là. J'ai pris langue avec plusieurs. Et en parlant, vous trouvez que nous réfléchissons tous de la même manière. Mais c'est juste dans la forme. Et ils ont dit, en tout cas, nous sommes déterminés à être ensemble. Prévu le 12 octobre prochain, le sommet de l'unité devra réunir
tous les pasteurs responsables d'églises et des communautés dans le but de parler un seul langage afin de favoriser l'avancement de l'œuvre des dieux et du corps de Christ. Et on termine avec ce droit de réponse commenté par Damaris Kaimbe. Droit de réponse aux allégations mensongères de M. Joël Ikele. La direction générale de l'Agence nationale de promotion des exportations a suivi avec étonnement la sortie médiatique hasardeuse de quelques agents sur Télé 50 ce mardi 1er octobre 2024 au journal des 19h. L'ANAPEX tient à apporter les éclaircissements suivants. La direction générale de l'ANAPEX n'est pas concernée par les dossiers judiciaires qui a emmené les agents de la police judiciaire dans ces installations. La direction générale de l'ANAPEX n'a jamais intenté un quelconque procès à aucun agent et n'a jamais invité la police judiciaire dans ces installations. Les déclarations calomnieuses d'un agent sur la mégestion de l'ANAPEX tombent comme un cheveu dans la soupe dans une affaire judiciaire dans laquelle l'agence n'est ni concernée ni citée. Le dossier judiciaire en exergue oppose des agents ANAPEX dans un cadre privé. La direction générale n'a ni l'intention d'intervenir dans une affaire privée, ni les prérogatives d'empêcher une action de justice. Les agents de l'ANAPEX qui se sont exhibés sur Télé 50 pendant les heures de service n'ont ni informé la direction générale, ni obtenu une quelconque autorisation à s'adresser à la presse dans les installations de l'agence. Ce comportement anarchique est contraire à l'éthique et au texte statutaire de l'ANAPEX et constitue une faute lourde de conséquences. Légaliste, la direction générale de l'ANAPEX usera de toutes les voies légales et réglementaires pour faire régner l'ordre et la quiétude au sein de l'établissement. Fait à Kinshasa le 2 octobre 2024, la coordination du directeur général. Place au rappel des titres à présent. Coopération bilatérale, la République démocratique du Congo et l'Angola signent l'accord des partages de revenus et respect des obligations fiscales relatives à la zone maritime d'intérêt commun, ZIC. Au Lualaba, nous avons parlé de la fin de la grève des enseignants. Un compromis a été trouvé entre le banc gouvernemental et le banc syndical des enseignants. Et le stade Kibasa Maliba de la Kenya répond désormais au standard international exigé par la FIFA et la CAF. Témoin oculaire, Jean-Marie Kassamba, directeur général de Télé 50, en séjour dans les Haut-Katonga. Ainsi s'achève complètement ce journal. Merci de votre attention soutenue. L'actualité reste en continu sur le www.tele50.cd et sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous est offert par Illico Cash.